J'étais un peu stigmatisée vraiment quand j'étais plus jeune. Donc à l'époque, les brimades. Il y a un moment donné, tu finis par te dire que voilà, le petit margouillat tête rouge peut être Miss Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, les rouquins et les rouquines, c'est comme ça qu'on nous appelait. Comment on surmonte un divorce? Déjà, c'est par la volonté de le surmonter. La volonté de le surmonter. J'aimerais aussi que tu me racontes la chose la plus folle que j'ai faite en amitié. Waouh. Je dis, c'est ma copine même au final qui me dit non, c'est bon, laissons. Je dis non. Et je dis son nom, tu vas sortir aujourd'hui là. Comment tu peux nous doubler? J'ai ruiné sa Saint-Valentin. Je prends à cœur tout ce qui tient à cœur à ma famille et à mes amis. C'est-à-dire, prête-moi ton palabre. Finalement, tu vas me demander pardon. Parce que ce palabre-là, j'irai jusqu'au bout. Bienvenue dans Arabica, je suis très ravie de vous retrouver autour de ce café. Arabica, c'est justement ce café qu'on partage avec des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, je suis avec une femme qu'on ne présente plus. C'est une mère, c'est une sœur, c'est une amie, mais c'est avant tout une femme, Siri Dorcas. Cette beauté immortelle, mais c'est aussi cette femme qui a un vécu, qui touche la quarantaine et qui est là aujourd'hui pour nous parler de son histoire, partager avec nous des tranches de vie et surtout prendre un café avec nous. Bonjour Dorcas. Bonjour. Quelles sont les nouvelles? Elles sont bonnes. Tu m'as exposé là. Qui touche la quarantaine. Mais t'inquiète pas, je l'assume. Tu touches la quarantaine, n'est-ce pas? Ah non, bientôt. Bientôt, mais 40 mais comment ans. Tu te sens? Ah non, mais génial. 40 ans, c'est pour bientôt, mais je me sens comme si, écoute, j'avais 18 ans. Hein, parce que je veux dire que l'âge, ce n'est qu'un chiffre. C'est dans la tête, en fait, je veux dire. Donc, mais est-ce que tu penses que réellement, ce qu'on dit est vrai? Quand on approche de la quarantaine, il y a une sorte de bouleversement à l'intérieur de nous. Est-ce que tu le vis en ce moment? Oui, je le vis en ce moment. Tu peux m'en parler? Ah oui, je le vis parce que je me sens plus jeune, parce que je suis jeune, à 40 ans, on est jeune, et je me sens plus jeune, je me sens plus libérée, plus affirmée. Et j'en veux, en fait. Je pense que je suis à une étape de ma vie où je suis à fond dans les projets, dans les réalisations. En fait, j'ai cette rage-là de pouvoir atteindre mes objectifs. Et à 40 ans, comment on se sent en tant que femme? Bon, déjà, Rabia, j'ai pas encore 40 ans. Ben, tu vas l'avoir dans quelques semaines, non? Bien. Non, on va dire dans un mois. Donc oui, dans quelques semaines, oui, probablement. Par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, comment on se sent? Bah, moi, je me sens bien, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je me sens super bien. C'est vrai que de temps en temps, le corps parle pour nous, donc on se couche un peu plus tôt, on n'a plus la même hargne de sa vingtaine, mais à part ça, c'est super bien, c'est Dorcas avec beaucoup plus d'expérience. Et c'est drôle que tu me dises que on se couche beaucoup plus tôt parce que tu sais, comme on dit au Sénégal, quand on dit qu'une personne est bien, il faut d'abord demander si c'est son entourage qui dit que c'est une personne bien. J'ai demandé un peu autour de toi, je te connais. Et je sais que paradoxalement, tu peux être très entourée, mais les vraies personnes dans ta vie, elles ne sont pas très nombreuses. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et parmi ces personnes-là, j'ai appelé 2 personnes. C'est vrai. Et l'une d'elles, c'est ta sœur qui m'a dit casanière. C'est pas ce qu'on peut percevoir, tu vois, quand on te voit un peu de loin. Tu peux me parler un peu de ce côté? Ah bah oui, je suis totalement casanière et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas parce que maintenant je commence à tendre vers la quarantaine, et puis qui dit quarantaine dit fossile, dit ancêtre. Enfin, c'est ce que on se disait avant quand on voyait justement les gens de la quarantaine, ce qui est archi faux maintenant qu'on est dedans. Et non, j'ai toujours été casanière, c'est clair, parce que je suis quelqu'un, j'adore me ressourcer, j'adore rester avec moi-même, me recentrer, me concentrer, vraiment, on va dire, faire le petit bilan autour de moi. Et je suis cinéphile en même temps. J'adore écouter la musique, je suis cinéphile, donc il peut arriver
que voilà, mes moments de détente, je cherche la meilleure série du moment. Voilà, je la regarde jusqu'à la fin. Si c'est 10 saisons, je peux la finir en 2 jours. Et entre-temps, profiter pour méditer. Et puis, voilà, penser à toutes les perspectives de la vie. Tu parles de méditation. Oui. Tu as posté une vidéo où tu parles de 20 ans. Oui. Tu peux nous en dire plus? 20 ans de quoi, Dorcas? Alors, c'est 20 ans de communion avec le Christ, avec ma religion, et 20 ans au sein de ma communauté religieuse qui est la mission évangélique Grâce de vie. 20 ans, c'est pas 20 ans que je connais ou que je reconnais le Seigneur dans ma vie. C'est juste que ça fait 20 ans que je suis membre actif de cette communauté. Et 20 ans que, voilà, je me suis rapprochée davantage du Très-Haut. 20 ans que, voilà, j'ai appris à me relever. 20 ans, j'ai appris la résilience. 20 ans, j'ai été fortifiée. 20 ans que j'ai été soutenue. Donc oui, aujourd'hui, cette vidéo a été postée aujourd'hui, disons comme ça, où je faisais vraiment un petit bilan là-dessus. Et je faisais aussi un clin d'œil pour inciter des personnes à donner leur vie à Dieu. Parce que justement, on peut être jeune, imparfait, mais on peut être chrétien ou musulman. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta routine spirituelle? Comment est-ce que tu vis ta religion au quotidien, ta foi, la présence de Dieu dans ta vie? Comment est-ce que tu la vis au quotidien, dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir et dans ta façon même dans ton adoration, je dirais ça comme ça? Alors, je dirais pas que c'est très simple parce que ce que l'on trouve simple n'est pas forcément simple pour les autres. Mais moi, je pense que c'est une seconde nature parce que je me suis inculqué en fait un mode de vie parce que je suis dans l'humilité parce que je veux dire que l'humilité précède la gloire. Et moi, je n'en fais pas de ça un lifestyle, pas du tout. C'est ancré, c'est inné, c'est une seconde nature pour moi. Donc ma routine, elle est très simple. C'est de respecter en tout cas de faire au mieux, de respecter quels sont les interdits, de Dieu ou de la religion en elle-même, de pouvoir aimer son prochain, de pouvoir être humble et d'aimer son prochain, pour ne pas me répéter, et bien sûr de faire du bien autour de soi. Et ça, comme je le disais tantôt, c'est une seconde nature. Si justement tu as pu appeler quelques personnes dans ma famille, elles pourront te dire que c'est moi en fait. C'est moi parce que je suis constamment en train de penser aux autres, en train de rassembler les autres, en train de vraiment mettre en priorité le bonheur des autres avant le mien. Donc oui, cela fait partie de ce que j'ai été, ce que j'ai appris, ce qui m'a été inculqué depuis mon bas âge, de par mes parents, de par ma mère, et puis bien entendu de par ma communauté religieuse qui prône vraiment ces valeurs-là. Et il faut savoir, pour ceux qui nous suivent, que Dorcas va tous les dimanches à l'église. Pas que les dimanches. Oui, mais je sais que tous les dimanches, entre midi et 15h ou 17h, on ne peut pas t'avoir au téléphone. Non, c'est pas possible. Tu me parles aussi de ça, toutes les prières que tu fais le soir avant de dormir. Bien sûr. Mais on va parler aussi d'autre chose, parce que c'est tellement drôle que tu me dis rassembler. Parce que la même personne, elle m'a dit, elle est casanière, rassembleuse. Elle a vraiment utilisé ce mot, rassembleuse. Qu'est-ce que ça représente pour toi quand c'est un membre de ta famille qui dit ça? Et quand on dit rassembleuse, qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, je le sais, mais j'ai envie que tu le partages avec ceux qui nous suivent. J'ai envie de dire qu'on ne montre pas son village de la main gauche, mais bon. Parce que d'aucuns diraient que oui, bien sûr, c'est ma sœur, elle ne peut pas dire voilà, quelque chose qui irait à l'encontre de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais c'est la vérité, je suis rassembleuse. Et ce que j'entends par rassembleuse, c'est que je déteste être dans un environnement malsain. Je déteste être justement entourée, on va dire, d'un esprit de discorde, c'est-à-dire une énergie négative. Voilà, c'est pour ça que ce soit en amitié, en amour, quand je sens que ça ne va pas,
et que je sais qu'il n'y a pas de solution, je ne force pas. Parce que je me dis, rien ne doit se forcer. Tout doit être spontané et naturel. Dès qu'on commence à forcer l'amitié ou on commence à forcer de l'amour, c'est que c'est plus de l'amitié et c'est plus de l'amour. Il n'y a pas lieu justement de pouvoir rester dans ce périmètre-là. Parce que justement, tout est censé être spontané. À 40 ans, on fait le bilan un peu de sa vie. C'est vrai qu'on se dit, on est focus vers l'avenir parce qu'on a déjà du vécu. On est souvent tenté de ressasser. C'est le moment du bilan, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'ai envie qu'on reparte un peu dans ton histoire, dans le passé. Vas-y. J'aimerais bien que tu me parles un peu, tu vois, de où tu es né, comment tu as grandi, un peu de ton enfance, quels sont tes souvenirs, que tu me parles de la petite Mappy. La petite Mappy. Oui. Oh, tu sais, si je veux te parler de la petite Mappy, je crois qu'une heure, c'est pas suffisant. Ça va aller. Parce que mes parents te diront, ah ouais, mais tu sais, c'était une canaille, il y avait tout ce qui était, enfin, le vilain petit canard, quoi. Oui, mais je l'assume. Vrai. Je vais dire que voilà, ça prouve tout de suite que j'ai pas voulu être dans le même moule que tout le monde. Il y avait tout le monde et puis il y avait moi à côté. Et tu étais la combienième enfant? Alors là, officiellement, peut-être là. Et quoi, qu'est-ce que tu veux? Je suis bêtée. Bon, voilà. Officiellement, tu étais la combienième dedans. Officiellement, la 7e, disons comme ça. Avec des grandes sœurs? Avec des grandes sœurs et des tout. grands frères. Voilà, qui avions même père, même mère. Maintenant, qui avons même père, même mère, justement, on était 5. Okay. Et qui avons tous le même père, 7. OK. Et tu sais, les positions, quand on est aîné, on est aîné. On sait qu'on est aîné, on sait qu'on est... On nous met toute la vie sur nos épaules, quoi. L'avenir des frères et sœurs. C'est ça. La réussite de tout le monde dépend de nous. C'est vrai. On est d'accord. Quand on est le petit dernier, on est le petit chouchou, le petit enfant gâté, celui à l'avenir qui est un peu compromis parce qu'il y a un peu trop de laisser-aller. Et moi, je suis aînée. Donc, je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Notre petite dernière aussi, je vois un peu comment ça s'est passé. Heureusement, c'est une fille magnifique que j'embrasse, Nafi. C'était la prunelle des yeux de notre papa, qu'il repose en paix. Mais je sais qu'il y a une nette différence entre être aîné et être le petit dernier. Par contre, je n'ai aucune idée de comment on se sent quand on est au milieu. Comment tu te sens quand tu es au milieu? Alors, quand j'étais plus jeune, au milieu, c'était pas évident, hein. C'était pas évident parce que t'es toujours celui qu'on blâme. Parce que t'es pas l'aîné, t'es pas la dernière, donc tu te cherches un peu. Tu te cherches en fait. T'es au milieu, t'es celle-là qui ne se retrouve pas, qui ne trouve pas sa place, qui n'est pas comme on aurait voulu que qu'elle soit. Donc à un moment donné, tu ne te sens incomprise. Parce que moi, je me suis sentie longtemps incomprise. Parce que justement, bon, quand je prends du recul, je sais que j'ai quand même un certain tempérament. Ouais, j'avoue. J'ai beaucoup de caractère et depuis très jeune, je me suis imposée devant mes grandes sœurs, mes grands frères. Et je savais ce que je voulais, il fallait que ça se réalise ou il fallait absolument que je l'aie. Et ça m'a forgé, quoi. Et dans ce que tu voulais, est-ce que ta vie d'aujourd'hui en faisait partie? Bien entendu. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je veux dire que je suis pratiquement à 75 à 80% d'avoir réalisé ce dont j'aspirais, en fait. Et comment ça s'est passé dans justement ce processus d'évolution en termes de maturité? Est-ce que tu peux me parler un peu à quel moment tu as rêvé d'être justement cette reine de beauté? Comment tu as fait pour y arriver? Et comment tu t'es sentie quand ce rêve s'est réalisé? Alors, à quel moment j'ai réalisé c'est venu comme ça, hein. Je veux dire que, déjà, comme je disais tantôt, j'étais l'incomprise de la famille, en fait. Je n'étais pas la plus brillante à l'école. J'étais pas non plus la plus nunuche. Donc, j'étais vraiment au milieu, quoi. J'arrivais à me débattre, justement, pour pouvoir m'en sortir, pour avoir des bons résultats. Donc, à un moment donné, j'étais en mode, je trouvais l'école difficile, je me plaignais de tout et tout ça. Mais n'empêche que je suis quand même allée tout doucement et avoir fini quand même. Et à un moment donné, je me suis dit,
Ouais, j'ai envie d'être mannequin. J'ai envie d'être mannequin. À l'époque, il y avait Katusha, il y avait Naomi Campbell qui était très tendance. Donc, c'était vraiment le rêve américain. On se disait, ah ouais, fais partie des toutes premières mannequins noirs. Tu es toute petite, tu rêvasses, voilà. Et je me suis dit, ah, mais moi, franchement, j'ai envie d'être mannequin international, voilà, genre la deuxième Naomi Campbell, quoi. Donc après, bien sûr, au fil du temps, ça change. Au fil du temps, et j'étais très introvertie. Plus jeune, j'arrivais même pas, je pouvais même pas m'asseoir là, avoir une discussion comme ça. J'étais introvertie, j'étais beaucoup timide, réservée et tout ça. Donc, j'avais pas suffisamment confiance en moi. J'avais pas confiance en moi parce que j'étais rouquine. Enfin, je le suis toujours, alléluia. Même si de temps en temps, je teins les cheveux pour me fondre dans la masse. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. À chaque fois que je la vois, et je vois un peu, je dis, mais... Donc, en fait, je savais pas. Quand tu me vois sans perruque, faut préciser. Oui, quand je la vois sans perruque. Voilà. Parce que, et donc, je vois ses cheveux roux, je vois ses sourcils. Et je lui dis, en fait, t'es rouquine, tu es rousse. Oui. Et franchement, c'est très joli. Nous sommes nous sommes beaux, en tout cas. Les rouquins. Je confirme. Bref. Et donc, du coup, tu étais rouquine. Et, donc, oui. Donc, du coup, j'étais un peu stigmatisée, vraiment, quand j'étais plus jeune. Donc, à l'époque, les brimades à l'école, voilà. C'est vrai, les moqueries. Parce que les moqueries, on t'a harcelé à l'école. Oui, on m'a harcelée à l'école. Wow. À cause de la couleur de mes cheveux, à cause de ma différence et machin. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup souffert. Donc, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis récroquevillée sur moi-même. Et voilà, donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser qu'en fait, c'est pas parce que je suis différente que je ne suis pas belle pour autant. Au contraire. Il y a eu un déclic à un moment donné? Il y a eu un déclic quand... j'étais au collège, quand j'étais au collège, et que des gens s'arrêtaient, on me draguait, c'était en mode ah ouais, t'es canon, t'es belle, dans mon quartier, là où on était. On te faisait des petites lettres à donner. On me faisait des petites lettres, et même après lui qui est devenu mon copain de l'époque. C'était vraiment un gosse c'était le mec le plus, disons, le plus convoité de notre génération ou de notre époque. Bref, mais il s'intéressait à moi. Donc, I was like, quoi? La petite rouquine du Gardien, sérieusement? Le BG du coin, la kiff et tout. Donc, tu vois, là, j'ai commencé à prendre confiance. Je me suis dit, mais attends, je suis au milieu de beauté, de métisses, des filles ébènes, bien, des jolies filles. Mais moi, j'arrive avec mes cheveux, j'arrive pas à m'assumer encore. Mais donc, je commence petit à petit à prendre confiance, conscience et confiance en même temps. Je me suis dit, mais attends, en fait, t'es pas mal, hein, parce que bon, tout le monde s'arrête pour toi et tout. Donc, c'est là que je commence à avoir le déclic en me disant, écoute, Dorcas, oui, t'es différente. Les gens t'ont fait croire le contraire, mais at the end of the day, tu es une jolie femme et tu dois en être fière, tu vois. Donc, je pense que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à pleinement m'assumer, à m'apprécier. Et puis, voilà. Et du coup, en 2005, tu deviens Miss Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Alors, donc après le lycée, je vais à Accra. Je vais à Accra pour suivre des études d'interprétariat, communication, interprétariat, secrétariat bilingue aussi. Donc, dans mes allers-retours entre Accra et Abidjan, voir la famille, et un jour, je m'arrête devant le comici qui est à Trècheville, je crois, qui était à Trècheville, c'est toujours à Trècheville d'ailleurs. Et je m'arrête, je me dis, ah bah tiens, pourquoi tu rigoles pas? On reste concentré. Ça t'est venu comme ça, en fait? En fait, ça m'est venu comme ça parce que justement, j'avais beaucoup de retours positifs. Tu vois, des gens m'appréciaient en mode, ah, mais t'es belle et tout. Donc, j'ai commencé à choper le mélange, en fait. La meuf a commencé à se dire, écoutez, un jour, tu passes devant le comici. Et un jour, je passe devant le comici. Et t'imagines si tu avais pris une autre route ce jour-là, peut-être. Donc, ça veut dire quoi? C'était la destinée. Oui, je crois. Tu y crois? Moi aussi, j'y crois. Donc, parce que ce jour-là, tu aurais pu passer ailleurs. Mais c'est clair. Et tu n'aurais jamais été là, Dorcas. Non, mais definitely, darling. Mais donc, Dieu t'a fait passer devant le comici, tu as vu le truc. Et puis mais attends, la bonne, c'est que quand je m'arrête, je m'arrête comme ça dans le truc. Je me dis, bon, écoute, je vais prendre des renseignements, comme ça. Et dès que je rentre,
je tombe nez à nez avec le président du comité, qui est Victoria Pobi. Donc moi, j'arrive. Et t'imagines si ce jour-là, il avait un rendez-vous et tu tombes sur quelqu'un d'autre? Bon, la personne m'aurait même pas incité à le faire parce que c'est lui qui m'a incité. Donc moi, quand j'arrive, il me voit, il me dit « Oui, bonjour, tu connais le président. Coucou d'ailleurs, président. » Bref. Et il fait « Ouais », avec son air en mode « Ouais, qu'est-ce que tu veux ?» Donc il était en mode « Oui, vous voulez quoi ?» Je dis « Non, monsieur, tu es toute timide et tout. Non, je suis venue, je veux prendre des renseignements et tout ça. » Il dit « Quel renseignement ?» Je dis « Non, le renseignement pour le concours et tout. » Il dit, il n'y a pas de renseignements ici, tu es jolie, tout doit y avoir, marche un peu. Je fais, il dit, marche. Donc, je marche un peu, il dit, t'es jolie, vas-y, inscris-toi. Et du coup, tu as marché comment? Tu as marché en mode mannequin, mais en mode... Non, en mode racaille, la meuf qui sait rien, qui sait pas marcher. Donc, genre la jolie fille brute. Oui. Tu vois, un peu. Donc, je marche un peu. Qui se cherche un peu. Qui se cherche beaucoup même. Là, tu essaies d'être gentil, je me cherchais. Donc, je marche vite fait. J'aimerais bien que tu marches pour nous montrer. Non, tu vas pas me faire le coup. Tu vas pas me faire le coup. Donc, je marche un peu. Donc, il est là, il me dit, ouais, ça va, tu n'es pas mal. Tu peux te présenter. Je dis, non, je suis venue pour les renseignements. Il dit, quel renseignement? Mets ton nom. Je dis, mais c'est-à-dire que il dit, mets ton nom d'abord. Et puis après, si tu veux, va demander aux parents. Donc là, comme ça, sur un coup de tête, je mets mon nom. C'est comme ça, en fait. Donc, je mets mon nom. Et quand j'arrive, c'est déjà lancé. Je dis à mes parents que, en fait, je suis passée par là, j'ai vu le concours. Vous n'arrêtiez pas de me dire que je suis jolie. Bah, ça y est. Et je me présente au concours. Donc, ma mère a dit, écoute, qui ne risque rien n'a jamais rien. Mm-hmm. Et après, je me suis dit, écoute, at the end of the day, c'est un jeu. Donc, let's play. Okay. Allons jouer. Et c'est comme ça, dans l'inattendu, comme ça, là. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand on a dit, tu sais, il y a toujours le suspense, c'est deuxième dauphine, première dauphine, maintenant, ensuite, il y a le nom de la gagnante. Ouais. Quand on a dit ton nom, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, j'étais déjà traumatisée dans les coulisses, hein, bien, parce que mes deux concurrentes directes de taille, celle que moi je voyais comme étant Miss, elle a été appelée en première dauphine. I was like, c'est qui la Miss au fait? Donc à un moment donné, c'est sûrement pas moi. Oui, limite je me suis dit ça. Et celle aussi que je redoutais, elle a été appelée deuxième dauphine. Donc à un moment, I was like, je me dis, mais on est où là? Mais c'est qui? Il y a une go quelque part, je sais pas parce que c'est pas moi. Et ce qui m'a touchée, je me souviens, c'est que j'étais tétanisée. Il y avait au moins 4 ou 5 filles qui m'ont encerclée, qui sont venues m'entourer. Et puis elles m'ont dit, arrête de stresser, Dorcas, c'est toi la Miss. Wow. Je dis que là, j'en parle, j'ai la chair de poule. Je dis, mais elle me dit, il est canon, hein. Elle me dit, non, t'as pas besoin de stresser parce que c'est toi. Ça ne peut qu'être toi parce que tu le mérites. Ah ouais, bien sûr. En bonne fille bêtée, je suis sortie de là quand on m'a appelée en pleurs, on dirait funérailles. Tu as pleuré quoi? Mais dès que je sortais, quand on m'a appelée, je pleurais, mais comme une madeleine. En mode, mais tu crois pas, en fait. Wow. Parce que tu sais, il y avait tellement des a priori quand on était plus jeune que le concours revenait seulement aux filles d'eux. Tu vois, toi, tu sais d'où tu viens, tu vois, t'es passé par hasard devant le comité. T'es passé par hasard devant le comité. On t'a dit maintenant, tu deviens Miss. Forcément, tu pleures. Ouais. Forcément, tu pleures, tu vois. Donc, bien sûr, j'ai pleuré. Et c'était des larmes de quoi, Dorcas? De soulagement? C'était des larmes de joie, de soulagement. De victoire aussi. De victoire, de fierté. Oui. De fierté, de revanche. Ouais. Face à, tu vois, tout ce passé. Toutes ces moqueries. Oui. À un moment donné, tu finis par te dire que, voilà, le petit margouillat tête rouge peut être Miss Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, les rouquins et les rouquines, c'est comme ça qu'on nous appelait. Wow. Soit on disait Gbamenet ou Margouillat tête rouge. Donc finalement, c'est la petite revanche en mode regarde bien qui a gagné, le petit Margouillat. Juste pour rire, mais vraiment, c'était que d'émotions. En fait, ce qui est particulier dans ton histoire, c'est que ça fait 20 ans. On est en 2025. Ouais. Ça fait 20 ans que tu es Miss. Ouais. Et ça fait 20 ans que tu es au devant de la scène. Comment on arrive à garder cette image, à garder cette aura, à garder ce positionnement, si je dois utiliser un terme technique, pendant 20 ans? Et surtout, comment on arrive à garder la tête froide pendant 20 ans, avec plus de 2 millions et quelques de followers, que sur Instagram, je ne parle pas des autres réseaux. Comment tu arrives à gérer ça? Déjà, avant tout, c'est la grâce de Dieu. Pour commencer, c'est Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, pour commencer. Maintenant, après,
t'as l'intelligence de la personne, sans pour autant me lancer des fleurs. Ouais. Parce que je me dis, pour avoir perduré au-delà de toutes ces années, il y a eu un travail qui a été fait. Un travail qui a été fait sur moi. Et moi-même, je l'ai effectué moi-même, ce travail. J'ai appris de mes erreurs. J'ai essayé justement de prendre toutes ces erreurs et toutes ces faiblesses pour en faire une force. Ça a été dur. Ça n'a pas du tout été évident. Mais je me suis assise, j'ai capturé toutes ces blessures-là, toutes ces faiblesses-là, et j'en ai fait une force. Je sais que tu te formes beaucoup. Ouais. Tu es beaucoup tournée vers la formation. C'est quoi ton parcours académique? Qu'est-ce que tu as eu à réaliser en termes d'apprentissage, de développement personnel? Après l'université, j'ai fait l'université ici dans une école de la place, l'université de la place. Je ne veux pas faire de la pub, mais bon, c'est comprise. Et j'en ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans de communication d'entreprise. Et ensuite, je suis allée à Paris. J'ai été dans une école de journalisme, d'interprétariat, journalisme et animation. Et j'ai eu un master. Et du coup, quand je suis rentrée, j'ai lancé une toute première émission à l'époque qui s'appelait « Le talent est en vous ». Donc, je m'étais vraiment inspirée de la France, où la France a un incroyable talent. À l'époque, c'était American Got Talent. Ma chère, je suis arrivée avec le rêve et tout. Et donc, je reviens, mais à la différence, c'est que moi, je faisais le tour des communes, en fait. Et c'était génial. Déjà, il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas très longtemps, il faut que je le refasse. Parce que c'était vraiment un projet, une idée, c'était ingénieux. Donc, ce que nous, on faisait, on allait sous forme de caravane et on allait repérer, on allait chercher des talents. Donc, on a sillonné, c'était magnifique. C'est là où tu réalises que l'Afrique regorge de beaucoup de talents. La Côte d'Ivoire même, on avait fait seulement Abidjan, mais c'était magnifique. Et on est allé jusqu'en finale. Enfin, j'ai pu faire des présélections jusqu'en finale et on a eu un groupe qui ont été les gagnants. C'était Bakin Gado, je me rappelle d'eux. Et en fait, ils avaient cette magie-là de te raconter, de te relater un conte africain, mais avec de la musique. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je te le montrerai. Okay. C'est-à-dire, ils avaient tout un petit orchestre assez folklorique derrière, pendant que le lead, il racontait l'histoire, et derrière, les gars venaient avec la musique, il y avait des chœurs, ils renchérissaient, c'était génial. Ils ont été tellement bons, ils ont gagné haut les mains, et ça a été, ça devait être reconduit en saison 2 quand il y a eu l'Afrique a du talent. Oui. Donc, du coup, la chaîne, à l'époque, qui diffusait, m'a fait comprendre que oui, il fallait que, voilà, je mette ça en stand-by, vu que l'Afrique, ils ont racheté ça, blablabla, machin et tout. Donc, voilà. Bon, ça m'avait un peu saoulée, mais je pense que j'aurais pu continuer, parce que c'était archi pas la même chose. Mais je pense que même moi, je voulais tenter d'autres aventures. Donc, voilà, je me suis pas battue. Et j'ai lâché prise. Mais je pense que je vais revenir. Il y a eu ça, il y a DSD Prod, il y a aussi Dedo Institut. Oui. Et quand on y va, on voit plein de diplômes de toi. Dans les instituts, dans les différentes entreprises. Dans les différentes, oui, mais même rien que dans l'esthétique, tu as eu à avoir... Tu t'es formée, en fait. Oui, je me suis formée parce que, bon, c'est vraiment dans cette continuité-là. Je pense que j'ai été reine de beauté. Et bon, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis toujours sous les feux des projecteurs. Donc, on est d'accord que ça a demandé un certain suivi, un entretien. Donc, tout à fait normal que la suite regorge un peu ou vire un peu sur l'esthétique. Donc, je pense que beaucoup, même toi, t'es pas étonné, tu vois, de voir que j'ai créé un business dans l'esthétique et le bien-être. Donc oui, je me suis formée parce que bon, tu viens administrer des soins, voilà, tu vas pas venir comme ça sans expérience. Donc bien sûr, je me suis formée en maquillage permanent, donc tout ce qui est micro-shading,
dermaplaning, massage, la thérapie. Il y a pas mal. Bon, je peux en citer, on va pas en finir. Ok. Donc, justement, pour moi-même d'ailleurs, pour approfondir mes connaissances et puis pour que ma clientèle se sente en sécurité et en confiance. Donc, tu es perfectionniste. Ah, ça, oui, je le suis. Ok. Et quel est le sens, justement, de pouvoir être aussi exigeant envers soi-même? Pourquoi c'est important pour toi? Non, c'est important pour moi parce que, comme je disais, hein, je pense que ça remonte depuis mon enfance. Je pense que moi, il a toujours fallu que j'en fasse toujours plus. Ok. Voilà, pour être vue, pour être comprise. Donc, c'est pour ça que je suis très dure avec moi-même. Moi, je suis quelqu'un, tu vas peut-être, voilà, mais rares sont les fois où je me trouve super canon en un coup, quoi. Je vais toujours trouver que oui, je suis canon, mais là, je peux faire mieux. Ça, j'ai fait, ouais, c'est bien, mais c'est pas génial. Ça fait que même quand j'accomplis un exploit, dès que c'est fait et que tout le monde apprécie, je suis en mode, ouais, je l'ai fait, bah, next. C'est-à-dire, automatiquement, je veux passer à une autre étape. Parce que pour moi, ça a été accompli. C'était sympa, mais il faut que je me surpasse pour autre chose. Je suis toujours à la recherche de mieux, de toujours faire mieux que hier. En fait, j'en arrive à la conclusion où je me dis oui, tu as été stimulé, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais tu as réussi à utiliser cette énergie-là Ouais. en une énergie positive qui te drive et qui t'a justement fait construire ce que tu as construit jusqu'ici. Probablement. Et on parle depuis tout à l'heure, tu vois, de réussite quelque part. Mais dans la vie, il n'y a pas que les réussites. C'est clair. C'est un parcours. En l'occurrence, le mariage. Et on va pas revenir sur tout ce qu'on sait. Mais moi, j'aurais bien aimé que tu parles aux jeunes femmes qui veulent se marier. Quels conseils penses-tu qu'on doive donner à une femme qui veut s'engager avec un homme dans le mariage? Bonne question. Même moi, franchement, si on m'avait posé la question il y a quelques années... Non, il y a 20 ans de ça. Oui, il y a 20 ans. Non, mais déjà, c'est de savoir pourquoi elles veulent se marier. That's the first question. C'est la première question. Pourquoi est-ce qu'elles veulent se marier? Elles veulent se marier à cause de la pression de la société. Elles veulent se marier à cause de la pression familiale ou elles veulent se marier pour elles-mêmes. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles attendent ou qu'est-ce qu'elles recherchent dans le mariage. Quand elles ont ces réponses-là, bah, tu me diras, va falloir qu'on les aide un peu dans ces réponses-là, mais c'est de se poser ces questions-là. Je pense que c'est fondamental. Et ensuite, quand on se les pose, après, on essaie de se dire, OK, là, qu'est-ce qu'on recherche chez un homme? Est-ce qu'on cherche la sécurité ou on veut vivre d'amour et d'eau fraîche? Est-ce qu'on va être en phase avec cette personne-là? Est-ce que, voilà, on pense projet, on pense vie jusqu'à la fin de nos jours? Et Dorcas, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme dans la vingtaine, amoureuse et qui va se marier et qui pense avoir choisi la bonne personne? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête qui représente un risque pour elle dans le futur, rétrospectivement parlant, aujourd'hui? Bah, déjà, c'est, je pense tout de suite à déjà être trop amoureuse et d'idéaliser son homme. Je pense que être tout de suite emporté par les belles paroles et on ne prend malheureusement pas le temps de faire des recherches. On ne prend malheureusement pas le temps de se renseigner auprès de la famille, auprès des amis, pour savoir réellement à qui est-ce qu'on a en face ou à qui est-ce que on se met ou on compte se mettre en couple. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Avec qui on compte faire des enfants. Avec qui on compte faire des enfants. That's the point. Parlons maintenant de séparation et de divorce. Comment on surmonte un divorce? Déjà, c'est par la volonté de le surmonter. La volonté de le surmonter. Mais est-ce qu'on a cette volonté? Est-ce que
Oui, on l'a, bien. Est-ce qu'on a cette lucidité de se dire, je veux surmonter ça? Oui, bien sûr. Quand tu te poses la question de pourquoi est-ce que je suis partie ou pourquoi est-ce que nous nous sommes séparés, quand tu sais pourquoi tu es parti ou bien quand tu sais pourquoi vous avez signé un commitment pour vous séparer, tu sais que tu as envie de le surmonter. C'est quand tu ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés ou bien pourquoi est-ce que tu pars, c'est là que tu restes longtemps à pleurnicher. Et du coup, il y a cette volonté, mais elle ne suffit pas. Oui, elle ne suffit pas. Il y a quoi d'autre? Après, il y a de se remettre entièrement à son Dieu pour qu'il puisse nous éclairer, pour qu'il puisse plus ou moins valider cette décision. Il faut s'arranger justement à ce que son Dieu même ou le Dieu soit pour le fait que Donc tu on met en partir. prière avant. Donc il faut mettre en prière avant. Avant de prendre la décision. Voilà. Ok. Pour qu'il t'éclaire. Et ensuite, une fois que c'est acté, Une fois que c'est acté, très cher. là, tu reviens pour lui demander de te Parce guider et de qu'une te fois fortifier. que c'est acté, ça veut dire qu'il t'a donné l'autorisation, il va t'accompagner. Et je suis Il t'a convaincue de ça. validé. Et voilà, je Ok. suis convaincue parce que je l'ai expérimenté. D'accord. Il va t'accompagner. Il te mettra les moyens nécessaires. Quand je parle de moyens, il te donnera le courage. Il te donnera même le financement d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses te relever. Et bien sûr, quand tout c'est à ta disposition, il faut t'armer de courage, Parce que c'est pas- travailler. Est-ce que c'est facile malgré C'est tout? pas facile. Tout est une question de volonté. Il faut s'armer de courage, Et de quand- travailler. Et quand, dans ces moments où, malgré le fait que tu saches qu'il y a la validation de Dieu, Mhm. parce que tu lui as demandé avant, Ouais, qu'il t'a approuvé ouais, et qu'il t'accompagne, ouais, mais que c'est quand même très dur, ouais. qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu dois avoir autour de toi et à l'intérieur de toi pour pouvoir voir finalement ce bout du tunnel? Ça prend combien de temps aussi? C'est vrai que tu ne peux le souhaiter même à ton pire ennemi. Le divorce, c'est pas facile. Surtout quand on est médiatisé, donc on sait l'acharnement qu'il y a dehors, donc c'est pas évident. Déjà même pour une personne lambda, à plus forte raison pour une personne connue. Donc, ce que tu dois avoir comme arme, c'est déjà ta famille. C'est de t'entourer de ta famille et des personnes qui te sont chères. Ça peut être des amis ou ça peut être une amie. Donc, ce soutien-là va te permettre justement de voir petit à petit le bout du tunnel. Ça, c'est clair. Et à quel moment on peut disposer son cœur à s'ouvrir à nouveau? Mais ça, on le dit pas, on le ressent, c'est un autre déclic. Et surtout, si on est croyant, on se remet encore à Dieu. Ok. On se remet encore à Dieu. C'est vrai que, comme j'aime le dire, on peut embrasser plusieurs crapauds avant de tomber sur celui qui va se transformer en prince. Okay. Donc, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Qu'on enchaîne des épreuves. Les déceptions. Les déceptions, ça arrive, mais ça nous forge. Ça nous rend, mais je dirais pas des Goliaths ou de machin, mais ça nous forge, mais c'est incroyable. Il est clair qu'il y a des personnes qui ont eu la chance automatiquement de tomber tout de suite sur la bonne. Sur le crapaud qui est devenu automatiquement le prince. Il n'a même pas besoin d'être crapaud, il vient, c'est il le est cavalier. En prince en même temps, sur son cheval blanc. Tu vois un peu. Oui, alléluia, il y a des personnes comme ça qui ont eu cette chance d'expérimenter ça. Mais il y a des personnes qui ont eu quand même déception avant de rencontrer la bonne. Mais c'est de ne pas justement se décourager parce qu'on ne va pas laisser la méchanceté des gens ou d'une personne fermer notre cœur ou se dire que bon, parce que cette personne a été méchante, voilà, tous les hommes sont méchants. Enfin, bon, est-ce qu'on a besoin à ce moment-là de guérir avant de pouvoir s'engager à nouveau? Oui, je dirais, on a besoin de guérir. C'est-à-dire que, comme on dit, il ne faut pas attraper un autre homme pour guérir un goumin. C'est-à-dire, toi-même, ton goumin doit guérir normalement avant, justement, de te lancer dans une relation. Parce que si
tu es encore dans ton gourmet. Tu vois, tu as encore mal, tu es encore en dépression, tu n'es pas bien. Insécurité. Voilà, tu te dis, oui, j'ai pas envie d'être seule là. Voilà, je rencontre quelqu'un. Tu n'es pas guéri. Donc, tu vas mettre blessure dans blessure. Tu vas mettre blessure dans blessure parce que tu rencontres la personne, vu que tu n'as pas guéri, donc tout le mal-être, toute cette déception, ou si on t'a torturé, on t'a maltraité dans la précédente relation, mais sans t'en rendre compte, tu vas la déverser sur ton nouveau compagnon. Et au final, tu deviens quelqu'un de chiante, tu deviens quelqu'un de pleurnicharde, tu deviens machin et tout, et la personne commence à sentir ce fardeau, c'est trop. Et il se dit, en gros, c'est pour ça que quand tu remarques, moi, je prends le cas, quand tu es en goumin et tu es célibataire, tu es dans tes moments où c'est chaud, il n'y a personne qui te drague. C'est comme si, enfin, c'est les bons, il n'y a personne de bon qui te drague. C'est comme si tu dégages une énergie négative. Ils le sentent. Ils sentent que, voilà, non, ça là, il y a problème là-bas. Tu as l'esprit. Mais remarque, quand tu tombes sur quelqu'un qui a osé te réparer, tu vois, te guérir, t'aider à guérir, et que tu commences à briller, tu shines, t'es fraîche, t'es glow up. C'est là que tout le monde commence à te draguer. T'as jamais remarqué? Pourtant, il y a quelqu'un qui s'est tapé tout le boulot. Mais maintenant que il y a plus de problème, tu comprends? C'est là que les gens, ils osent parce qu'ils estiment que, ah oui, là maintenant, tu sens que voilà, elle a un truc, tu vois, il y a quelqu'un, machin et tout ça. C'est pour ça que moi, personnellement, je pars du principe que après une rupture, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre un moment pour se réconcentrer, de se centrer, tu vois, de se remettre en question, tu vois, de recentrer tout ça avant de se jeter dans une relation. On va parler d'amitié maintenant. Mais avant, j'aimerais bien que tu me dises quelle a été la chose la plus folle que tu aies faite par amour. Par amour? Oui. Oh my God! Dans quel angle? Parce que je suis folle, moi. Ah, dans l'angle qui te ressemble. Alors, j'ai déjà... j'ai créé une course-poursuite. On va y arriver. Une course-poursuite. Mais à pied, hein. T'as couru là. Ouais, j'avais un gars là, vraiment. Oui, raconte. Oh, ouais, bien, vraiment. J'avais un gars, moi je viens passer du temps avec lui. Le gars est busy, il m'a dit, bon, il va bosser, machin et tout. Donc, de rester en famille, quoi, quand il finit, machin et tout. Sauf que moi, je prends mon billet d'avion, moi, je viens, tu vois. Et le truc, c'est que son travail, son business, tout se passe bien, tout va bien. Donc, il revient. Donc, on est censé passer du temps. Sauf que le gars veut me doubler. Pourtant, moi, je suis restée genre 1 semaine à l'attendre. Tu vois le délire ou pas? Donc, il veut me doubler. Il me raconte une histoire, machin, que lui, franchement, il doit aller quelque part. Il y a une histoire, il doit prendre le vol la nuit, là, je sais pas. Sauf qu'il y avait une fête, il y avait un paya, il y avait une soirée de dingue. C'est lui-même qui était l'invité spécial. Sauf que l'alerte, moi, je l'ai reçue sur mon téléphone. Lui, c'est pas. On dit grande soirée. Voici les gens qui vont être là. Donc, moi, mon téléphone, le gars, lui, il voyage. Sauf que moi, j'ai l'alerte. On me dit, la grande soirée, le gars va être là-bas. Je dis, OK. Donc, le gars me dit, non, tu sais, il faut que, voilà, je dois partir, machin et tout. Je dis, OK, je vais t'accompagner à l'aéroport. Le gars dit, non, mais tu sais, c'est-à-dire, je dois aller prendre mon cousin ici. Je lui dis, ah, gars, aujourd'hui, là, c'est ton pied, mon pied. Non, t'aimes trop ça. Le gars a créé une embrouille. Dans l'embrouille, là. Je dis, OK, habituellement, je suis résiliente, je suis vraiment la meuf qui n'aime pas les histoires. Dès que tu dis ça, je suis assez douce et tranquille. Il dit, aujourd'hui, ah bien, c'est aujourd'hui. Par là, blanc, on se le laissait. Il dit, il a attrapé son bagage. Il avait un petit sac à dos, il y avait de l'argent payé. Tu sentais qu'il allait faire la fête. Il a pris le sac à dos et puis je suis sortie dans la ville et j'ai commencé à courir. Il t'a poursuivi? Oui, mais je peux aller où? J'ai porté talon de combien de centimètres? Le gars, il est en condition. Il t'a rattrapé au bout de combien de secondes? Même pas 5 minutes. Le mec me rattrape. Donc, j'ai pas d'issue. Comment me gérer? Comment bouleverser sa soirée? Je me laisse tomber sur le trottoir. Je perds connaissance. Je fais la meuf qui bave. Tu as perdu connaissance je en fais vrai mine. ou tu as fait genre... Je fais mine. Ah, ma chérie. Donc, je dis, mais comment faire? Donc, je pleure. Je sais pas. Le gars, là, il faut que je crée une embrouille. Donc, je m'évanouis, je tombe et tout. Donc, il était déjà parti. Quand il a pris son sac, il était peut-être à, je sais pas moi, peut-être 200 mètres. Il était loin. Okay. Donc, il était tard dans la nuit. Il était pratiquement 23 heures. Donc, je me dis, il faut que je trouve un truc. Donc, je tombe. Donc, le gars, de loin,
Il peut pas me laisser, même s'il a mauvais fond, il peut pas me laisser là. Donc, je me vois, je suis tombée, puis je collapse, mon chien, je suis en mode, la meuf, elle bave. Je suis en train de trembler, genre, je suis en train de mourir. Donc là, bon, tu sens que sa conscience un peu, il revient. Donc, il est en mode, tu fais quoi? Lève-toi et tout. Je dis, non, je me lève pas. Je vais mourir et j'en peux plus de la vie et tout. Donc, à un moment, je me lève et puis je me dis, mais moi seul, je m'assois sur le trottoir et puis je me dis, mais je suis dans quoi, en fait? C'est vrai. Pendant ce temps, en fait, lui, il est sûr, lui, il allait à sa soirée, hein. Finalement, même Il a m'a récupéré le sac avec il a l'argent. récupéré, parce que c'est ça, c'était le sac de la fête. Il a récupéré. Donc, à un moment donné, il m'a dit, oui, mais tu sais quoi, je vais même à la soirée. Tu crois que quoi et tout. Donc, après, je m'assois, je dis, mais au final, pourquoi je fais ça? Parce que tu es amoureuse. Donc, en fait, je me suis assise. Il était arrêté. Je dis, mais en fait, pourquoi je fais ça? Je peux pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de passer du temps C'est avec vrai. moi. Je peux pas forcer quelqu'un qui ne m'aime pas assez. Tu sais quoi? Va enjoy. Va enjoy. Je pense que je vais te laisser tranquille. Mais c'est là où tu vois que les hommes, ils sont pas simples. Quand on leur donne la permission maintenant d'aller enjoy, là, ils veulent plus. Hein. Quand je lui ai Il dit va d'aller commencer à enjoy, se dire, mais genre, ah, mais c'est trop facile. c'est trop facile. Pourquoi elle me laisse Figure-toi l'autorisation? que c'est là que le gars n'est plus parti. J'ai arrêté mon taxi, tous mes taxis, il a chassé tous les taxis. À la dernière minute, le gars maintenant attrape ma main de force, on n'a qu'à retourner à la maison. Pourtant, on a perdu du temps, ma chérie. Je suis arrivée, on était ensemble depuis 20 heures. Tu dis, tu t'en as fait fête. Là, il est 23 heures. Après une bagarre de combien d'heures? Course-poursuite avec l'argent dans le sac. Course-poursuite. Finalement, bon, je t'épargne les détails, tu comprends? Ouais. On est d'accord? Parce Oui. qu'il y a des enfants qui regardent la télé. Tu sais pas pour rien que j'ai tenu à t'avoir dans le premier numéro, parce que ce que je recherche, c'est de l'authenticité. Et ce que je sais de toi, c'est que tu es une personne vraie, Ouais. que tu es une personne qui a le sens de l'amitié, le sens de la famille. Je t'ai vu comment tu rassembles tes sœurs, comment tu es maternelle, même avec tes grandes sœurs, Ouais. comment tu es maternelle avec tes neveux, C'est vrai. comment tu es maternelle même avec tes cousines, comment tu es là Ouais. pour tes amis, vraiment là. J'aimerais aussi que tu me racontes Ce la que j'ai chose fait- la plus folle que j'ai que faite tu en aies amitié. faite en amitié. Waouh, toi aujourd'hui là, t'es prête pour moi. Hein. Ouais. C'était une Saint-Valentin. Oui. Et j'étais tranquillement avec mon Valentin. Et ma meilleure amie m'a appelée. Sauf que ma meilleure amie de l'époque, la veille, elle et moi, on avait tout organisé pour son Valentin. On a été acheter des fleurs, on a réservé une chambre d'hôtel pour eux, tu vois. On a décoré, on a fait des trucs, quoi. Donc, tu vois, et c'était bien, surtout qu'il avait gaffé et qu'à un moment donné, on sentait la réconciliation, tu vois. Donc, on a tout organisé. Donc, moi, je rentre chez moi avec mon Valentin, nous, on est tranquille et il est 23 heures. Ma copine m'appelle pratiquement en pleurs. On me dit, ouais, mais tu vas pas croire. J'ai tout organisé, le gars n'est pas venu. Et je l'appelle, son téléphone est éteint. Et là, moi, je débarquais quand même à la maison. Le gardien refuse de me faire rentrer. J'étais obligée d'escalader, tu vois, un truc comme ça. Et j'ai vu qu'il était là-bas avec une autre meuf. Donc, elle était devant la porte en pleurs. J'ai dit à mon Valentin, il a qu'à attendre. Il était en pyjama. Je n'avais pas porté de chaussures. J'ai pris la voiture. J'ai débarqué. J'ai fait un scandale devant la porte du monsieur. Le monsieur était dedans. Le monsieur était dedans avec avec une autre la go. Valentine. Oui, avec sa Valentine. Je dis, c'est ma copine, même au final, qui me dit, non, c'est bon, laissons. Je dis, non. Et je dis son nom, tu vas sortir aujourd'hui, là. Comment tu peux nous Tu as doubler? ruiné sa J'ai Saint-Valentin. ruiné sa Saint-Valentin. Et c'est Ok. ma copine à un moment qui dit, non, mais en fait, je t'ai pas appelé pour que tu vois, tu es connue, ne fais pas ça. Je dis, mais tu m'as appelé pourquoi? Ce connard, il peut pas se comporter comme ça. Il peut pas se comporter comme ça. Et je sais, voilà, ce que tu as fait et tout. Pour te dire que moi-même, j'ai mis mon Valentin en stand-by. Et puis, je mais tu es suis quand même retournée? à la maison, Oui. bien sûr. Ok. Je l'ai raccompagnée à la maison, elle était triste et tout et tout. On a calmé le jeu et tout et tout. Et moi, je suis rentrée. Bien sûr, après, ils ont essayé de se réconcilier peut-être 3-4 mois après. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, le parles gars, plus je au ne parle gars. plus avec lui. Ça dit, ils étaient ensemble. Mais moi, je lui ai dit, toi et moi, c'est pas possible. Donc, tu vois, c'est pour te dire que je prends à cœur tout ce qui tient à cœur à ma famille et à mes amis. C'est-à-dire, prête-moi ton palabre. Finalement, tu vas me demander pardon. Parce que ce palabre-là, j'irai jusqu'au bout. Et en Ça, parlant c'est de sur moi. famille, Dorcas, tu me parles beaucoup de ta maman, souvent.
Paix à Je son sais âme. qu'elle a été, paix à son âme, je sais qu'elle a été une grande inspiration pour toi. Ouais. Là, on va bientôt finir. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta maman aujourd'hui? Ah, waouh. Après tout ce temps, après tous ces conseils qu'elle t'a donnés qui t'ont inspiré, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de lui dire que j'ai écouté, j'ai respecté tous ses conseils et voilà, j'ai réussi à, à faire ce qu'elle a toujours attendu de moi. Donc, de là où elle est, je suis sûre qu'elle ne peut qu'être fière. Elle était comment ta mère? Elle était belle. Machallah. Elle était belle. Je pense que je ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma mère. C'est-à-dire que moi, en foncé, en fait, parce que maman était plus foncée, donc c'est moi, en fait, je ressemble, mais trait pour trait à ma mère. Et dans sa personnalité, elle Dans était sa comment? personnalité, c'est quelqu'un qui... Elle n'est pas allée à l'école. Ma mère n'a pas eu le privilège d'être scolarisée, comme beaucoup d'ailleurs. Mais elle était très intelligente. Elle n'est pas allée à l'école, mais elle avait la vision, elle savait calculer, elle savait placer les pions où il fallait. Elle était très smart. Elle était couturière et je pense que c'est auprès d'elle que vraiment j'ai eu ce goût-là de la mode parce que elle faisait les patrons et tout et moi, elle me donnait, je faisais les coutures. Donc j'ai appris auprès d'elle naturellement à coudre sur une machine. Ok. Donc, elle était vraiment mon inspiration. C'est elle, quand tout le monde, justement, n'avait pas confiance. J'avais dit, personne, quand je leur ai dit que j'allais me présenter au concours, tout le monde était sceptique. Surtout mon père. Bon, mon père, c'est pas parce qu'il n'avait pas confiance en moi. C'est juste que mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup peur. Il est, je veux pas dire peureux, mais c'est vraiment quelqu'un de tellement sensible que il se dit, ah non, 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 je connais ma fille, elle est tellement sensible, elle est tellement, voilà, introvertie. Si elle va là-bas, peut-être qu'ils vont la bouffer, ça va, tu vois, ils vont la casser, elle va pas, si elle l'a perdue, ça va la détruire. Donc, mon père, il appréhendait. Mais ma mère, elle a dit, vas-y, que qui ne risque rien n'a jamais rien. Si tu ne tentes pas quelque chose, tu ne peux savoir si ça va fonctionner. Donc, c'était vraiment une guerrière, quoi. Elle n'avait peur de rien. Elle fonçait. Et je pense que je tiens ça d'elle, en fait. Absolument. Avant qu'on finisse, j'aimerais que tu parles à 4 personnes différentes. Mais pourquoi tu me fais ça? Parce que je pense que c'est important. D'accord. Parce qu'on ne te voit pas souvent prendre la parole. C'est vrai. Et merci d'avoir accepté déjà de le faire avec moi. J'aimerais que tu parles à ton père. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Girl, pourquoi tu me fais ça? Je veux qu'on pleure un peu. Non, tu m'auras pas. Tu non, je ne rigole. m'auras pas. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ton père? Alors, j'aimerais dire à mon père que le bienfait dans la vie n'est jamais perdu et que il a aidé beaucoup de personnes. Il a été présent pour beaucoup de personnes. Il a soutenu beaucoup de personnes au péril de sa vie, même de ses finances. Ils n'ont pas été reconnaissants. On le sait, il le sait. Mais Dieu ne l'a pas oublié parce que ses enfants, en l'occurrence moi parmi ses enfants, nous lui avons redonné ce sourire. Nous lui avons redonné justement tout le bien qu'il a donné aux autres. Donc, qu'il soit fier de tout ce qu'il a pu accomplir, qu'il soit fier de toutes ces personnes qu'il a aidées, parce qu'aujourd'hui, de par ses actes, le Seigneur s'est souvenu de lui et il a béni ses enfants. Voilà, c'est ce que je voulais dire à mon papa. Papa, je t'aime. J'aimerais que tu parles à Si Ivana. tu pleures. Je ne vais pas pleurer, t'inquiète. Ok. Et à Ivana, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, j'aimerais dire à ma princesse, la première de maman, que tu es une fille magnifique. Maman est fière de toi. Elle est fière de t'avoir eue. Tu as été une grâce, une bénédiction dans sa vie. Et que j'aimerais que tu puisses grandir en sagesse, en discrétion, en toute humilité. Et que santé et longévité t'accompagnent. Et que tu ne sois jamais la queue. Et que tu sois toujours la tête. Et que tu brilles de mille feux. Et que tu ne laisses personne te dire des choses négatives. Et que tu ne laisses personne te dire que tu n'es pas ce que tu penses être. Voilà. Je t'aime, ma chérie, et sois forte. La vie ne va pas te faire des cadeaux.
Mais souviens-toi que les femmes fortes, elles ne sont pas beaucoup, mais tu en fais partie. Et à Harvey? Mon prince, le premier de maman. Alors, ce petit gars-là, qu'est-ce que je peux bien lui dire? Déjà, je peux lui dire que je l'aime. Je t'aime très fort, mon chéri. Tu fais partie des garçons que notre maman n'a pas eu. Parce que oui, maman a eu 5 filles, elle n'a pas eu de garçons. C'était justement dans la quête de garçons qu'elle a eu beaucoup de filles. Mais bon, ce n'est que grâce. Donc aujourd'hui, Dieu m'a bénie en apportant justement un garçon dans ma vie. Alors, sois fort, sois brillant, respecte la femme, sois aimant, sois humble. Aie la main sur le cœur. Sois généreux et respecte la femme. Et à tes frères et sœurs? Vous savez à quel point je vous aime. Vous savez que le sang, c'est le sang. Et que nous sommes une équipe, tout simplement. Nous sommes une équipe. Quel que soit ce qu'il arrivera, nous sommes une équipe. Nous sommes censés nous protéger l'une l'autre, c'est ça. Et que ne laissons personne s'initier dans notre vie et dans cette relation. Voilà, je vous aime et que Dieu nous garde longtemps pour pouvoir voir nos enfants grandir et que Dieu garde nos enfants longtemps pour qu'ils nous voient vieillir. Et à la petite Mappy, rouquine, dont on se moquait au collège, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, à la petite Mappy rouquine du collège, c'est « We made it ». On l'a fait. On a prouvé que, avec nos différences, on peut vraiment, mais je dis vraiment, être la tête. Avec nos différences, on peut atteindre nos objectifs. Avec nos différences, on peut être au-delà de ce qu'on a toujours espéré. Et que voilà, on est fiers aujourd'hui de tout ce parcours. Et c'est justement parce qu'on a vécu ces difficultés que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, tout simplement. Donc, la petite Mappy d'il y a quelques années, j'espère que tu vas bien parce que la Mappy d'aujourd'hui, elle est fière de toi et elle est fière de ce que nous sommes devenus. Et aux hommes qui nous regardent? Alors, aux hommes qui nous regardent, j'aimerais qu'ils sachent que nous sommes des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, on est d'accord. Les femmes, aujourd'hui, ont les mêmes droits que vous. Et aujourd'hui, une femme, certes, a besoin d'un homme dans sa vie. Mais une femme peut se passer d'un homme dans sa vie. Parce que justement, avec toutes les charges que nous avons, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que entrepreneur, en tant que souvent épouse, de charges et de cordes à notre arc, que nous pouvons absolument nous gérer toutes seules. Donc oui, aujourd'hui, vous êtes indispensables, mais arrêtez de nous enfermer. Arrêtez de vouloir nous assujettir, parce que nous sommes censés être complémentaires pour faire terre à terre. Nous ne sommes pas adversaires. Pour dire à quel point nous sommes censés vivre en symbiose. Réfléchissez-y et trouvons un commitment, parce qu'à la fin de la journée, nous sommes vos mamans. Et Dodo, pour finir, qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes, à toutes les femmes, les jeunes femmes, les femmes de notre âge et les femmes qui ont déjà vécu? C'est ce que j'aimerais dire aux femmes, aux jeunes filles, c'est de ne pas arrêter de rêver. Donc de rêver, de travailler dur et de rester humble. De ne pas chercher la solution, mais d'être la solution. Très bien. Donc, il ne faut jamais, jamais se laisser assujettir. Il faut toujours penser, il faut entreprendre et surtout s'arranger à réussir. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Ne cherchez pas la solution, soyez la solution. C'est avec ces paroles-là que je vais vous laisser aujourd'hui pour cet Arabica.
pour que vous puissiez les méditer. Et Arabica, justement, c'est ça. C'est ces moments de partage, c'est ce café qu'on prend ensemble avec authenticité. Et autour d'un café, il y a des confessions, il y a des tranches de vie, mais il y a surtout de la vérité et de la générosité. Arabica a été possible grâce à VicGen Media et on se retrouve, Inch'Allah, très bientôt pour un autre café avec un autre invité tout aussi authentique et tout aussi généreux. En attendant, je vous embrasse et que Dieu veille sur nous et je vous aime. Portez-vous bien.